Est-ce que... C'est quoi? Pourquoi? Les jeunes Normands se prêtent au jeu des questions pour les micros de la science, un podcast de Science Action Normandie animé par Célestine Tourtet, alias Suivez la guide sur les réseaux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui influence notre santé? On connaît bien l'importance d'une bonne alimentation et de la pratique sportive sur notre bien-être physique et mental, mais d'autres paramètres nous échappent peut-être. Voilà la question qui a été posée à des classes de terminale du lycée technologique Saint-Ursule de Caen. Est-ce que nos relations sociales ont un impact sur notre santé? Pourquoi y a-t-il des déserts médicaux? La situation familiale a-t-elle un impact sur la santé? Le stress apporte-t-il des problèmes de santé? Pourquoi la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes se ressent de moins en moins? Toutes les maladies ont-elles des causes génétiques? Comment savoir si on a un bon patrimoine génétique, genre sans prédisposition à certaines maladies par exemple? L'ADN peut-il se modifier au cours de la vie? Et si oui, ces modifications peuvent-elles causer des maladies? Pour y répondre, aujourd'hui nous recevons deux invités, Tiffaine Alonso et Gaël Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pour démarrer, on voudrait que vous vous présentiez à nos auditeurs. On fait les femmes d'abord. Je propose Tiffaine de Avec commencer. plaisir. Donc, je suis Tiffaine Alonso, je suis responsable d'activité et de développement à Promotion Santé Normandie. Et peut-être rapidement, on est une association et on a pour mission principale d'accompagner à la fois les politiques, mais aussi tous les acteurs de terrain, tous ceux qui s'intéressent à cette question cruciale de comment on peut promouvoir la santé des populations. Et donc Gaël Nicolas, je suis médecin enseignant-chercheur, je suis neurogénéticien au CHU de Rouen et à l'Université de Rouen et je dirige une unité INSERM qui a pour objectif de justement déterminer quels sont les facteurs génétiques qui influencent la survenue de certaines maladies, en particulier neurologiques et des cancers. Très bien, merci. Eh bien, une première question pour vous, et pas des moindres. C'est quoi les déterminants de santé ? Alors, quand on parle des déterminants de la santé, en fait, on va aller rechercher tous les facteurs qui ont une influence positive ou négative, en fonction de leur présence ou de leur absence, sur l'état de santé d'une population. Alors, assez naturellement, on va se tourner peut-être vers les facteurs génétiques, biologiques, qui peuvent avoir une influence sur la santé, les comportements ou les habitudes de vie. Mais il faut se dire aussi que ce ne sont pas que ces éléments-là qui sont contributeurs de l'état de santé d'une population. On a aussi des facteurs qui sont extérieurs aux individus, et notamment les milieux de vie dans lesquels ils vivent, ils évoluent, ils grandissent, et les facteurs plus environnementaux. L'environnement physique a une influence, l'aménagement urbain peut avoir une influence, la manière dont sont organisées nos politiques publiques peuvent avoir aussi une influence sur l'état de santé d'une population. Alors nous, en génétique, on a tendance à voir le monde avec d'un côté la génétique et de l'autre côté le reste. Et le reste, on a tendance à appeler ça l'environnement. C'est un grand mot pour dire tout ce qui n'est pas génétique. Et en fait, dans l'environnement, il y a aussi des choses qui nous sont propres. Et ça va être évidemment des choses qu'on respire, qu'on mange, qu'on boit, mais aussi tout un tas de choses qui ne sont pas forcément palpables, et notamment des facteurs psychologiques et d'interaction. Eh ben, je pense que c'est assez clair déjà pour démarrer. On est pas mal sur les déterminants de santé. Alors vous l'avez évoqué, il y a effectivement deux grands aspects et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On avait pas mal de questions justement de nos lycéens sur l'environnement, notre environnement direct, par exemple les relations sociales, familiales. Est-ce que Tiffaine, vous avez peut-être un mot à nous dire dessus ? Effectivement, les individus, ils interagissent quotidiennement. Ils apprennent, ils travaillent, ils vivent dans différents lieux, que ce soit à la maison, à l'école, au bureau ou même à l'usine, que ce soit même dans le quartier, dans le village ou dans la ville. Et donc, dans tous ces milieux, ils entretiennent des relations sociales qui exercent une influence sur eux et sur leur santé. Soit ça va favoriser, soit ça va entraver leur développement et aussi leur capacité à agir et à s'inscrire, à accomplir des rôles dans la société. Donc ça va à la fois du cercle de famille, d'amis, de rencontres, le fait de vivre seul ou de vivre en compagnie, tout ça peut avoir une influence sur sa santé. Même si c'est important de le rappeler quand on parle des déterminants de la santé, il n'y a pas pour autant de déterminisme, c'est-à-dire tout n'est pas joué à l'avance. On a quand même la chance d'avoir un pouvoir d'action aussi sur ces questions-là. En tout cas, quand on parle des relations sociales, c'est vrai qu'on va aller s'intéresser à peut-être la question du soutien social et de la qualité du soutien social. C'est nos opportunités de nous entraider mutuellement, de pouvoir faire appel aux autres. Alors ça peut être des fois de faire appel aux autres sur des ressources matérielles, avoir besoin par exemple d'argent, d'un soutien financier. Ça peut être aussi sur des aspects très pratiques, le fait d'être soutenu peut-être à l'occasion d'un déménagement ou informationnel, d'avoir
d'avoir un conseil qui nous est transmis, ou même émotionnel, d'avoir réconfort ou amour quand on en a besoin. Et puis, si ces relations sociales ont un impact sur la santé, finalement, on peut aussi se dire que l'état de santé peut avoir un impact sur nos relations sociales. Par exemple, on sait que les patients atteints de maladies chroniques vont parfois avoir un plus faible réseau social, des moins d'opportunités d'échange et d'interaction avec les autres. Et donc là, on voit que cet état de santé a un impact sur la relation sociale. Et puis, à l'inverse, on sait que les relations sociales, elles peuvent avoir aussi un impact sur la santé mentale. Il y a une étude qui a été menée en Suisse qui a montré que les personnes qui étaient socialement peu soutenues étaient plus fréquemment concernées par des troubles psychologiques. De la même manière, un réseau social qui est soutenant dans la pratique d'activités physiques, par exemple avoir des amis qui bougent, des parents qui pratiquent des activités sportives, des collègues qui viennent à pied au travail, ou voire même des personnes actives dans son voisinage, sont autant de facteurs qui vont avoir une influence positive sur sa propre pratique d'une activité physique. Donc il y a un effet, et c'est souvent ça dans les déterminants de la santé, finalement des deux côtés, à la fois l'état de santé qui va avoir une influence aussi sur la qualité des relations sociales, et puis les relations sociales qui vont avoir une influence sur l'état de santé d'une population. D'accord. Et sur l'aspect, effectivement, même familial dans lequel on grandit, est-ce qu'il y a des choses qui se déterminent vraiment dès l'enfance avec ça? Oui, Ouais. oui. Il y a des études qui ont été menées très récemment et qui sont concentrées sur la période des 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Donc, ils sont allés voir qu'est-ce qui influence à ce moment-là l'état de santé d'un individu, et puis de se dire que ce qui se joue là dans ces 1000 premiers jours aura aussi une incidence sur l'état de santé à l'adolescence et l'état de santé à l'âge adulte. Et donc, quand ils ont regardé cet état de santé à l'occasion des 1000 premiers jours, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement de nombreux déterminants qui avaient une influence, et notamment la famille, la manière d'accueillir et de considérer aussi ses enfants, de pouvoir leur offrir un environnement sécurisant, de pouvoir leur permettre d'accéder à une alimentation de qualité, à un sommeil réparateur, à déjà une possibilité d'éveil et d'interaction à travers le jeu. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont finalement à la main de la famille et qui vont avoir une influence sur l'état de santé dès le plus jeune âge et qui va se poursuivre à l'adolescence ou à l'âge adulte. Oui, effectivement, on garde certaines bonnes habitudes ou mauvaises habitudes parfois de l'enfance. Est-ce que Gaëlle, Oui, les interactions ont même un impact sur les personnes âgées et la personne âgée malade. Par exemple, les personnes âgées malades de leur cerveau, qui ont des problèmes cognitifs, comme les personnes qui ont une démence ou une maladie d'Alzheimer, par exemple. On sait que plus on va avoir des relations sociales, plus on va interagir cognitivement et plus on va aider à combattre l'isolement, et même ça peut avoir un impact sur les troubles cognitifs. Ça ne combattra pas la maladie, bien entendu, mais ça pourra réduire son retentissement. Oui, et là encore, en fonction de certains aspects aussi de santé, par exemple, on sait que les habitudes qui sont prises dans l'enfance au sein de la famille, je disais tout à l'heure, de pratiquer une activité physique ou sportive, vont avoir une influence sur la poursuite de cette pratique-là à l'âge adulte. On sait aussi que, contrario, des fois, l'arrivée d'un enfant peut perturber aussi la pratique d'une activité physique et sportive, la mettre parfois un petit peu en stand-by, et alors que à d'autres moments, l'arrivée d'un enfant va être un facteur aussi protecteur, par exemple en matière de consommation de tabac ou d'alcool, ou parfois ça peut être un déclencheur aussi pour se diriger vers l'arrêt du tabac ou de l'alcool. Donc on voit bien que la famille va avoir aussi, et puis son évolution va avoir aussi un impact sur la santé. Et puis peut-être un dernier exemple de poids de la famille sur l'état de santé d'un individu. On sait aussi que les opportunités de dialogue, la qualité de la communication entre les parents et les adolescents peut avoir une influence sur la santé sexuelle de ces derniers. C'est-à-dire si on a possibilité de questionner ses parents, de partager ses émotions, le vécu que l'on a en matière de santé sexuelle, ça va être protecteur pour l'adolescent. Merci. On avait une question qui nous a interpellés. Une question qui disait pourquoi y a-t-il des déserts médicaux? Alors on peut peut-être pas répondre à cette question entièrement, mais en tout cas ce qu'on peut peut-être se demander, en quoi ça peut finalement influencer notre santé, cette démographie médicale?
En fait, quand on regarde le poids du système de santé, et notamment du système de soins sur l'état de santé d'une population, donc c'est à la fois la question de la densité de l'offre médicale, et donc la possibilité de pouvoir choisir son professionnel de santé, de soins, que celle de son accessibilité, qu'elle soit géographique ou même psychologique, s'autoriser à aller consulter, ou encore la continuité ou la qualité du système. En fait, plusieurs recherches ont essayé de traduire un peu en pourcentage le poids de ce système de soins sur notre état de santé, et on calcule à environ 25% le poids du système de soins sur l'état de santé d'une population. Donc dit autrement, en fait, un quart de notre état de santé serait influencé par notre système de soins en lui-même. Ce qui veut dire que même si demain on avait le meilleur système de soins au monde, pour autant on ne pourrait pas, en tout cas ça ne permettrait pas, ce ne serait pas suffisant pour se considérer en santé ou en bonne santé. Donc il y a ça aussi à parfois remettre en perspective. Et puis on sait que la proximité, l'accessibilité des services et des professionnels de santé, tout comme le coût ou les délais d'attente, vont être des éléments qui vont faciliter la prévention, le soin ou le suivi d'une famille un peu à toutes les étapes de la vie. Peut-être si on prend un autre exemple, la manière dont sont conçues ou diffusées les informations pour comprendre le fonctionnement du système de soins, et on sait que là aussi c'est quelque chose qui n'est pas très évident, comprendre comment est organisé le système de soins, comprendre toutes les informations qui concernent ce système de soins, va faciliter ou entraver la possibilité pour une personne d'accéder effectivement aux soins. Donc plus les informations sont compliquées, difficilement compréhensibles, utilisant beaucoup l'écrit par exemple, plus ça va réduire la possibilité pour un individu, et notamment ceux qui sont peut-être socialement plus défavorisés ou avec une maîtrise moins importante de l'écrit ou du langage, de la langue française, d'accéder effectivement à cette offre de soins et de santé en France. Effectivement, il faut que ça passe par peut-être d'autres moyens, en tout cas, qui peuvent aider. Alors, dans les déterminants de santé qui sont revenus aussi chez nos jeunes, il y a eu des questions sur le stress. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle tous. Et est-ce que le stress, il peut vraiment apporter des problèmes de santé ? Un peu comme on disait tout à l'heure sur la notion des relations sociales, c'est sûr que le stress, l'anxiété influent sur le niveau de santé. Le niveau de santé mentale, ça paraît évident, mais quand on est stressé, on peut développer des troubles psychologiques, même parfois ça peut provoquer des troubles psychiatriques, des dépressions, des syndromes anxieux dépressifs, des troubles anxieux, c'est-à-dire des anxiétés profondes et répétées qui deviennent chroniques et envahissantes. Mais ça peut aussi avoir un impact sur la santé physique. On dit toujours que le stress est un facteur de risque de maladies vasculaires, qui sont ces maladies qui sont un problème de santé publique important. Pour la santé cardiaque, pour la santé mentale, la santé des vaisseaux, c'est extrêmement important. Et c'est un facteur d'hypertension artérielle. Et donc en ça, le stress, l'anxiété, on dirait plutôt en termes médicaux, est un facteur important qui va influencer plusieurs déterminants de notre santé en tout cas. Et peut-être pour compléter, y compris nos choix en matière de santé. C'est vrai que quand on est dans un contexte plutôt sujet au stress, à l'anxiété, il est compliqué de faire des choix éclairés, raisonnables pour notre santé à ce moment-là. Donc ça peut aussi avoir un impact sur cet aspect-là. Alors effectivement, c'est vrai que le stress, c'était une question intéressante. Merci d'y avoir répondu. Quelque chose qui a aussi beaucoup intrigué nos jeunes, c'est l'espérance de vie. Et c'est vrai qu'on en parle. Et elle se voit, elle se réduit. L'écart, en tout cas, entre les hommes et les femmes se réduit. Et est-ce qu'il y aurait des réponses à ça à nous donner, peut-être sur les déterminants de santé ? Alors peut-être il y a à la fois les déterminants très individuels, pour le coup, sur nos comportements en matière de santé, où effectivement... peut-être ces dernières années, les différences entre hommes et femmes ont pu être un peu plus gommées. C'est aussi finalement cette possibilité pour les femmes d'accéder au milieu du travail, qui va être aussi des déterminants forts en matière de santé, qui peuvent sans doute expliquer que de fait on ait un petit peu moins de nombre d'années de différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes aujourd'hui.
Puis il y a une chose qu'on a observée aussi qui n'est pas sur l'espérance de vie, mais qui est sur la fréquence de la maladie d'Alzheimer. On sait que c'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes. Et en fait, on s'est toujours dit, oui, c'est parce que les femmes, elles ont une espérance de vie plus élevée. Alors comme l'âge est le facteur déterminant majeur de la maladie d'Alzheimer, plus on vit âgé, plus on risque de développer la maladie. Eh bien, on voit que cette différence entre les hommes et les femmes, elle a tendance à se réduire. Et on pense aussi qu'il y a d'autres déterminants qu'on ne maîtrise pas encore complètement. On ne comprend pas encore très très bien ces différences entre les femmes et les hommes. Mais l'accès à l'éducation a grandement changé par rapport à de très vieilles études épidémiologiques qui avaient été faites sur des générations antérieures. Et on voit que maintenant, ça a tendance à se gommer. Probablement que plus on a un niveau d'éducation élevé, plus on va ressentir les premiers symptômes d'une maladie du cerveau tard dans la vie, d'une maladie neuroévolutive comme la maladie d'Alzheimer. On va le ressentir tard dans la vie, plus tard du moins. Eh bien, le fait d'avoir eu un niveau d'éducation élevé va avoir tendance à réduire un petit peu cette différence. D'accord, donc pas forcément que l'espérance de vie. Enfin, là, on peut le voir du coup qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Et là, on a beaucoup parlé effectivement de ce qui peut nous toucher parfois un peu de manière extérieure. Et on peut se poser aussi les questions de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nos lycéens nous ont demandé si toutes les maladies ont des causes génétiques ou pas. Alors évidemment non, toutes les maladies n'ont pas des causes génétiques. Néanmoins, on n'est pas tous égaux devant le risque de développer des maladies. Alors nous, on est très très simple, nous on dichotomise souvent. Alors comme pour tout à l'heure, je vous disais, il y a les facteurs génétiques et les facteurs non génétiques qu'on appelle environnementaux. Les maladies, on les classe aussi en deux grandes catégories. Il y a les maladies purement génétiques, qu'on appelle aussi monogéniques ou maladies héréditaires. Pour ces maladies-là, en général, il suffit d'une seule anomalie génétique, une faute d'orthographe dans le code de l'ADN qui constitue nos gènes, une seule faute, qu'elle vienne du père, de la mère, qu'elle vienne des deux, une combinaison du père et de la mère, ou qu'elle soit même une nouvelle faute d'orthographe, ce qu'on appelle aussi une mutation de novo, eh bien ça cause des maladies génétiques pour laquelle la cause c'est 100% génétique. Malheureusement pour cette personne-là, eh bien elle était prédisposée à développer cette maladie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour lutter contre les symptômes de la maladie, bien entendu. Ça veut dire que c'est la cause unique. Alors ces maladies-là, souvent, sont des maladies rares. Il y a énormément de maladies rares. On estime qu'il y a environ 7000 maladies rares qui sont toutes ultra rares, très rares. On va différencier donc en fonction de la fréquence des maladies. On considère qu'une maladie rare, elle touche moins d'une personne sur 2000. Mais comme les maladies rares sont extrêmement nombreuses et diverses, on est finalement nombreux à connaître quelqu'un d'une famille ou de l'entourage qui est concerné par une maladie rare. C'est pour ça que c'est un problème finalement fréquent. Les maladies rares sont fréquentes, en d'autres termes. Et donc les maladies rares ne sont pas toutes génétiques, mais 80% d'entre elles sont d'origine génétique. Et puis on a à côté de ça toutes les maladies qui sont là les maladies en général fréquentes, qui ne sont pas des maladies génétiques, et pour autant on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux devant le risque de développer une maladie d'Alzheimer par exemple, un cancer, un diabète, un infarctus du myocarde. Et pourtant, on a tous, en effet, dans notre ADN, des petites différences. On n'est pas tous égaux sur notre code génétique, on a tous des petites différences qui font qu'on n'est pas tous identiques, on n'est pas tous des clones physiquement. Et dans notre risque de développer des maladies, on n'est pas des clones non plus. Et on peut avoir un petit risque ou un gros risque supplémentaire de développer un infarctus du myocarde ou un diabète, par exemple, à cause de nos gènes. Mais bien entendu, les déterminants principaux du diabète, des cancers, etc., ne sont pas génétiques. Pour le diabète, ça va être les habitudes de vie, l'activité physique, l'alimentation. Pour les cancers, on connaît bien entendu le tabac, l'alcool, etc. Mais pour autant, on n'est pas égaux par rapport à ces maladies-là. On va parler de facteurs de risque génétique, c'est-à-dire le fait d'en être porteur, ça ne veut pas dire qu'on va développer la maladie, mais ça augmente un petit peu le risque. Et puis à l'inverse, il y a des facteurs protecteurs. Il y a des personnes qui portent une particularité génétique qui va réduire le risque de cette personne de développer cette maladie. Et puis même les maladies infectieuses, d'ailleurs, c'est souvent l'exemple pour dire, évidemment, les maladies infectieuses, c'est pas génétique, puisque je suis malade parce que j'ai une bactérie ou j'ai un virus. Et même devant les maladies infectieuses, on n'est pas égaux. Certaines personnes, et par exemple le Covid est un excellent exemple, puisque on peut, avec le même virus, développer aucun symptôme, des tout petits symptômes, ou bien une maladie très grave qui mène en réanimation. Alors il y a d'autres facteurs non génétiques qui expliquent ça, mais il y a aussi des facteurs génétiques qui font qu'on va plus ou moins bien répondre, parce que notre système immunitaire va être plus ou moins bien préparé, parfois trop bien préparé, à s'attaquer à certaines maladies infectieuses. Alors est-ce que ça voudrait dire que ça existe vraiment un bon patrimoine génétique, avec des guillemets ?
Non, même sans guillemets, ça n'existe pas le bon ou le mauvais patrimoine génétique. On est tous uniques, ça c'est le plus important, et on est tous inégaux devant le risque de développer la maladie, mais pour autant, quand on a des facteurs de risque génétique, on a peut-être des facteurs protecteurs, et puis on ne sait pas si on va développer ou pas cette maladie-là. En tout cas, les choses sont très claires. En France, on n'a pas le droit de faire des tests génétiques pour savoir si on a tel ou tel facteur de risque génétique. Pour faire un test génétique en France, il faut aller voir un médecin. Il faut avoir une bonne raison d'aller le voir. Donc soit il y a une maladie génétique chez soi-même et on essaie de trouver la cause, c'est évidemment la raison principale, soit il y a une maladie génétique dans la famille et puis on veut savoir si moi-même je suis à risque ou est-ce que ma descendance a un risque de développer cette maladie. Ça s'appelle le conseil génétique, le fait de venir consulter. On n'est pas malade mais on veut savoir si on a un risque pour soi-même ou sa descendance en lien avec une maladie familiale. Pour autant, il existe d'autres pays, pour ne pas les citer, les États-Unis par exemple, où on peut faire un test direct, ce qu'on appelle direct to consumer, donc directement au consommateur, où là on va faire un petit prélèvement de salive et puis on va l'envoyer dans une société contre une certaine somme qui va nous répondre à un certain nombre de choses. Alors là, par contre, scientifiquement, il y a beaucoup de problèmes parce qu'ils vont nous... Alors, il y a beaucoup de problèmes, pas que scientifiques. Il y a des problèmes scientifiques, il y a des problèmes éthiques. Scientifiquement, ils vont nous raconter parfois des carabistouilles, ils vont nous raconter des choses qui sont un peu fausses parce qu'on ne sait pas encore tout. En génétique, il faut être humble. Les connaissances génétiques, elles sont récentes, très récentes, avec une explosion des connaissances sur ces dernières années. Et on ne sait pas interpréter toutes les petites différences génétiques individuelles. Donc, je serais bien incapable, si je séquençais mon propre génome, de dire quel est mon risque de telle ou telle maladie. Je pourrais appliquer des algorithmes qui existent pour dire selon tel algorithme, j'ai un risque plus ou moins important de développer telle ou telle maladie. Mais néanmoins, je ne pourrais pas m'appliquer à moi-même parce que ces algorithmes ne sont pas applicables à l'individu. C'est encore de la recherche qui travaille sur des populations. C'est assez compliqué à expliquer, mais ce n'est pas des tests qu'on peut appliquer à l'individu. Et puis, rechercher une cause d'une maladie génétique, maladie rare chez quelqu'un qui n'en a pas ou qui n'en a pas dans sa famille, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Alors, il y a tout de même des interrogations. Notamment, il y a eu des interrogations lors de la dernière loi de bioéthique. Faut-il ou non autoriser les tests préconceptionnels dans des maladies particulières qu'on appelle récessives où le papa ou le futur papa est porteur d'une particularité génétique dans un gène, et puis la conjointe, la future maman, elle est également porteuse d'une particularité génétique dans le même gène. Et si les deux se rejoignent pour former le bébé, ça va donner une maladie génétique, comme la mucoviscidose par exemple, comme l'amyotropie spinale infantile. Alors pour certaines maladies qui sont moins rares, comme les deux maladies que je viens de citer, il peut y avoir un intérêt, il peut y avoir des traitements précoces. Certaines personnes vont faire des choix aussi par rapport à leur grossesse qui sont différents. Donc ça peut se discuter. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas unanime. Et puis surtout, comme je vous le disais, il faut rester humble. On ne sait pas tout interpréter. Donc même si on fait un test génétique à une personne non symptomatique, non malade, eh bien on ne saura pas conclure en fait. Soit on identifie quelque chose qu'on connaît et là on pourra dire oui, ça je sais ce que c'est, mais toutes les autres choses de notre génome, et croyez-moi elles sont nombreuses, que l'on ne comprend pas, eh bien on ne pourra pas dire non, vous n'avez pas, on ne pourra jamais répondre à un résultat négatif dans le sens concluant, dans le sens je suis sûr que je n'ai pas tel ou tel risque de développer telle ou telle maladie. Pas de réponse magique possible à ces questions-là, malheureusement. Il faut qu'il nous reste quand même un peu de travail en recherche. Oui, quand même. Et sur la question, du coup, là, on parlait du patrimoine génétique et on parlait aussi il y a l'ADN. Et c'est posé la question, est-ce que l'ADN, il pouvait, au cours de la vie, se modifier? Et est-ce que ça pouvait causer peut-être l'apparition de nouvelles maladies? Alors ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, l'ADN, il n'est pas figé. Alors d'abord, il n'est pas figé entre générations. Le fait qu'on soit devenus des humains, c'est le fruit de l'évolution. Ce qui veut dire que de génération en génération, l'ADN peut se modifier. Un petit peu, je vous rassure, on reste tous des êtres humains, mais il y a des petites différences. On estime qu'il y a environ 80 nouvelles fautes d'orthographe, on remplace une lettre par une autre, chez chaque bébé. C'est-à-dire une différence génétique qui n'était pas présente ni chez son père, ni chez sa mère. C'est quelque chose qu'on a introduit au moment de fabriquer les spermatozoïdes ou les ovocytes, bien souvent les spermatozoïdes d'ailleurs. Et les ovocytes, ils peuvent entraîner d'autres types de changements qui sont des petits bouts d'ADN qui vont être retirés ou qui vont se dupliquer, se mettre en double. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des mutations de novo. On en est tous porteurs, on en a 70 à 80. Et il y en a 1 à 2 en moyenne qui tombent dans les régions très importantes du génome qu'on appelle les gènes, qui sont les codes barres qui permettent de fabriquer les protéines.
Et heureusement, on n'a pas tous des maladies génétiques, alors que nous sommes tous porteurs de mutations de novo. Il faut se dire que cette mutabilité du génome, cette évolutivité du génome à travers les générations, elle est indispensable parce que c'est ce qui nous a permis de devenir des humains, alors qu'avant, on était issus, on dit des singes, en fait, on était issus des mêmes ancêtres que les singes, du moins, et encore avant des ancêtres encore différents. Sans cette évolutivité du génome, ça n'était pas possible. Néanmoins, le prix à payer au niveau de l'ADN et de l'évolution, c'est qu'une fois de temps en temps, ça va tomber dans un mauvais gène, ça va toucher un endroit du gène, vraiment il ne fallait pas changer cet endroit-là, et ça peut être responsable de maladies génétiques. D'ailleurs, la plupart des maladies du développement, c'est-à-dire des enfants qui ont des troubles du développement ou des malformations par exemple, sont issus de mutations de novo, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie génétique, mais les deux parents, ils n'avaient pas de problème génétique et c'est survenu au moment de faire l'enfant. Alors ça, c'est au niveau intergénérationnel, mais l'ADN, il n'est pas non plus figé dans nos cellules. Il faut comprendre que quand on fabrique des cellules, quand on duplique les cellules, on appelle ça la mitose, on doit recopier notre ADN. Et comme quand on recopie notre ADN pour faire mettre des spermatozoïdes ou des ovocytes, on peut introduire de nouvelles fautes. Et donc, on appelle ça des mutations somatiques, recopier l'ADN de la peau, du sang, par exemple, pour fabriquer des nouvelles cellules de peau ou des nouveaux globules blancs, par exemple. Eh bien, on peut introduire, à chaque fois, il y a un petit risque d'introduire une nouvelle mutation. Alors, la plupart du temps, ça ne cause aucun problème. Et puis, une fois de temps en temps, effectivement, ça peut causer des maladies. La maladie principale qu'on connaît, qui est issue de ces problèmes-là, ce sont les cancers. Les cancers, ce sont justement des différences qui sont introduites dans l'ADN. Alors, ça peut être lié à des facteurs externes, comme par exemple le tabac ou l'exposition au soleil pour la peau, et qui vont abîmer l'ADN, qui va mal se réparer et qui va introduire une faute d'orthographe dans un gène, là encore, qu'il ne fallait pas toucher, parce que ce gène-là, par exemple, il va contrôler le cycle cellulaire. Il va faire que cette cellule-là, elle va avoir tendance à se reproduire, à se dupliquer en permanence, et elle va devenir une cellule cancéreuse. Notre système immunitaire va réussir à contrôler ça la plupart du temps, mais pas tout le temps, ce qui explique qu'on puisse développer des cancers. Donc là, les mutations somatiques, c'est-à-dire ces petits changements qui surviennent dans une cellule de notre organisme, eh bien, ils sont clairement impliqués dans les cancers. Ils pourraient également être impliqués dans d'autres maladies, mais là, c'est plus difficile à mettre en évidence. On s'est posé la question, par exemple, de maladies du cerveau évolutives, s'il ne pouvait pas y avoir aussi le rôle des mutations somatiques. Probablement que c'est un rôle mineur chez très très peu de patients, mais on ne peut pas l'exclure. Ça fait partie des hypothèses qui sont en train d'être investiguées. D'accord. Donc encore pas mal de recherches, comme vous le disiez, à faire sur ce sujet-là. Tout à fait. Tant mieux. Donc là, vous avez parlé des facteurs internes, des facteurs externes. Est-ce que finalement, on pourrait déterminer qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on pourrait dire lequel est le plus important? Ça dépend des gens, ça dépend des maladies. Tout est important. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est pour promouvoir la santé et puis l'équité en santé, c'est vraiment important d'aller repérer tout ce champ possible de déterminants de la santé en essayant d'agir sur cette diversité de déterminants. C'est peut-être là qu'est l'enjeu aujourd'hui et demain. C'est notre capacité à agir de manière un peu efficace et coordonnée sur l'ensemble de ces déterminants de la santé. Il y a certes notre état de santé, c'est le fruit de nos choix, de nos comportements, des décisions qu'on prend en matière de santé. C'est le fruit de notre génétique, c'est le fruit, on l'a dit très bien à l'instant. Mais c'est aussi le fruit de l'interaction avec notre environnement et l'interaction avec les autres. Ce qui fait que promouvoir la santé de manière efficace, c'est essayer d'agir sur tous ces aspects-là. Donc on va intervenir auprès des individus, on va leur parler de santé, d'alimentation, d'activité physique, mais on va faire aussi en sorte que les environnements dans lesquels ils évoluent vont être aussi favorables, propices, vont effectivement leur permettre d'avoir des comportements qui seront plutôt des comportements protecteurs. En matière d'activité physique, par exemple, on peut avoir des interventions auprès des individus pour les inviter, les encourager à pratiquer une activité physique. Il n'empêche que si l'environnement dans lequel ils évoluent n'est pas composé de chemins piétons sécurisants, n'a pas une politique pour réduire la circulation automobile aux abords, n'a pas un éclairage public qui facilite aussi les déplacements, finalement on sera intervenu que sur une partie de ce qui a une influence sur l'état de santé d'une population.
Donc en fait, ça nous permet de dire qu'on est finalement un peu tous responsables aussi de l'état de santé d'une population et qu'on a tous un pouvoir d'action, en tout cas les politiques publiques aujourd'hui ont tout un pouvoir d'action sur l'état de santé d'une population. Et à l'échelon individuel, on peut agir aussi. J'ai parlé des maladies génétiques tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a une faute d'orthographe, une anomalie génétique qui est responsable d'une maladie qu'on ne peut rien faire. Même les maladies, il y a beaucoup malheureusement de maladies génétiques qu'on ne sait pas guérir. Alors on ne peut pas modifier l'ADN, on peut le faire dans des cellules, au laboratoire, ça c'est de la recherche, mais on ne va pas changer l'ADN des êtres humains, on n'en est pas là. On peut agir sur l'ADN par des médicaments innovants, mais on ne va pas modifier directement les bases de l'ADN. Mais aussi on peut faire tout un tas de choses qui ne sont pas directement agir sur l'ADN. Quand on a une maladie génétique, eh bien, si ça agit sur notre capacité à marcher, on va faire de la kinésithérapie, on va promouvoir le sport par exemple. On va, quand c'est une maladie qui favorise par exemple la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, on va donner des conseils sur la gestion de ces facteurs de risque, sur l'hypertension artérielle, sur l'alimentation, l'activité physique. Et puis il y a aussi l'avenir, c'est de faire des interventions personnalisées quand on sera capable justement de mieux comprendre comment interagissent tous ces déterminants internes, externes, génétiques, non génétiques. Eh bien, on pourra peut-être identifier quelles sont les personnes qui sont le plus à risque de développer telle ou telle maladie et chez qui il faut agir sur les facteurs modifiables. Et donc, voilà, que ce soit des facteurs modifiables du type activité physique, tout ce qui est modifiable au quotidien, mais aussi médicamenteux, pourquoi pas. Et ça, c'est probablement l'avenir de ce qu'on appelle la médecine de précision, identifier, en tout cas la médecine de précision préventive, c'est-à-dire chez quelqu'un qui n'est pas malade, savoir quel est son risque de développer telle ou telle maladie pour agir le plus précocement possible. Il y a beaucoup de maladies, quand on agit, je ne vais pas dire qu'il est trop tard, on peut toujours faire quelque chose. Mais si on avait agi avant que ça arrive, il y a plein de dégâts qui auraient été évités. Et ça, c'est un pan de la recherche très important en ce moment, d'essayer de prévenir la survenue des maladies, y compris celles qui sont génétiquement déterminées, au moins en partie. Bon, eh bien, c'est plutôt optimiste parce qu'on peut se dire qu'on peut faire beaucoup de choses pour sa santé, qu'on n'est pas simplement dépendant de notre patrimoine génétique, mais qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'était très clair et voilà, les questions sont répondues, même si c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre encore plus. Donc, merci beaucoup d'être intervenus, Tiffaine et Gaël. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à nos lycéens.